Nous recevons Frédéric Souillot. Bonjour. Bonjour François Langlais. Vous êtes le patron de FO. FO, Force Ouvrière, on ne le présente pas, c'est l'un des grands syndicats, bien sûr. Une réaction à ce vote au Sénat, c'est quand même une étape importante dans l'adoption de la loi. Qu'est-ce que vous en dites ? J'en dis rien, mais la droite qui a voté avec Renaissance au Sénat reviennent sur leur actualité, le petit livre qu'ils écrivent, en disant « Retraite, l'enjeu de la réforme, priorité, l'emploi des seniors ». Et ils n'ont rien mis sur l'emploi des seniors. Et pourtant, ils écrivaient priorité, emploi des seniors. Alors, il y a le fameux contrat senior, le fameux contrat senior qui prévoit des baisses de charges pour les salariés qui seraient embauchés justement en fin de carrière. Oui, enfin, il existe un CDD senior depuis 2006 dans la loi. Et en 2019, la Cour des comptes avait rattrapé cette majorité présidentielle pour leur dire qu'est-ce qui se passe là ? Pas de mesures, on ne voit rien et tout cela. On avait tous les artifices qu'il fallait dans le Code du travail. Et l'emploi des seniors, c'est pas retrouver un emploi, c'est d'abord essayer de les conserver dans l'entreprise. On s'oriente vraisemblablement vers l'utilisation de l'article 49.3 à l'Assemblée. Il va y avoir une commission mixte paritaire qui associe des élus du Sénat et de l'Assemblée pour travailler à une version commune aux deux chambres. Mais derrière ça, il est tout à fait possible que le gouvernement n'ait pas la majorité, même avec la droite ou une partie de la droite. Qu'est-ce que vous en dites ? Quelles conséquences cela pourrait-il avoir sur la mobilisation à FO et au-delà ? Alors, sur la mobilisation, vous avez dit fléchissement samedi, on le savait. Mardi, nous avons mis 3,5 millions de personnes dans la rue. Alors, on ne va pas faire de comparaison de chiffres entre les nôtres et ceux de la police. C'est les chiffres des syndicats, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais le 7 et le 11 février, il y a 4 semaines, on avait déjà manifesté un mardi et un samedi. Donc, on savait que nous aurions moins de monde dans la rue ce samedi. Parce que souvent, le samedi, ce ne sont pas les mêmes que ceux qui manifestent la semaine. Maintenant, sur 49.3, alors qu'il va faire suite au 44.3, alors j'ai appris des articles constitutionnels... c'est pour le Sénat, Oui, c'était pour le Sénat, mais aussi l'article 38. Alors, on dit qu'on veut du débat démocratique et de la démocratie, mais on se sert de tous les artifices constitutionnels pour bloquer le débat ou pour bloquer le vote, comme c'était le cas au Sénat. Vous l'avez dit, c'est constitutionnel. Oui, bien sûr, non, mais il n'y a pas de sujet, mais... Vous savez, c'est la même chose avec la grève. La grève, elle est constitutionnelle, ça n'empêche pas les réquisitions. Donc là, le président de la République qui nous dit il est de mon devoir de préserver le temps parlementaire qui est l'essence de notre démocratie. Le temps parlementaire, il a fait tout ce qu'il fallait pour l'encadrer et surtout le bloquer. Donc, c'est un peu méprisant par rapport à la démocratie sociale qui manifeste et qui est contre ce projet de réforme. Y a-t-il de quoi, Frédéric Souillot, ranimer justement la contestation, une adoption par le 49.3 ou pas ? Mais de toute façon, la contestation, elle va durer. Elle va durer. On a déjà prévu de manifester le 15 pendant la commission mixte paritaire. Et puis, j'ai fait le tour de toutes nos unions départementales. Dès demain, certaines parlent de manifestations, grèves, distribution de tracts, barrages filtrants, ronds-points et tout cela. Si vous voulez... Le fait d'être balayé d'un revers de la main en disant je ne les vois pas, je ne sais pas ce qui se passe, ça fait monter la température. Et tout ça, ça vient s'ajouter à une inflation qui continue de s'envoler, la hausse des prix, notamment les produits frais, et puis la non-augmentation des salaires. Et ça bouillonne dans la cocotte minute. Et cette réforme des retraites, c'est le catalyseur de cet énervement. Je reviens spécifiquement au 49.3. Vous croyez que ça serait un irritant supplémentaire qui renforcerait la colère des salariés ? Et puis, dans la tête des citoyens, alors 94% des actifs sont contre un recul de l'âge de départ. Pour eux, démocratiquement, ils se diraient l'Assemblée nationale ou le Sénat, ça ne sert à rien. Quand ils décident de passer en force, ils passent en force. C'est une mauvaise idée. Une très mauvaise idée. Et ça en ferait beaucoup quand même depuis le mois de septembre de 49.3. Oui, alors les précédents étaient dans le cadre des textes économiques et financiers pour une opération qui était le budget.
Là, effectivement, on est sur une réforme d'une toute autre nature. Projet de loi de finances de la sécurité sociale rectificative. C'est ça. Et pour un projet de société. Recul de l'âge de départ, la réforme des retraites, notre protection sociale collective, c'est un projet de société. Ça veut dire que, quand bien même le texte sera adopté, FO continuera à protester. Bien sûr. Contrairement à la CFDT qui a dit moi je suis républicain, c'est Laurent Berger qui a dit on est républicain, si le texte est adopté, quelles qu'en soient les modalités, il faut plutôt la technique, nous, on passera à d'autres moyens d'action. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Je n'ai pas dit que je n'étais pas d'accord. Je l'ai écouté, il n'a pas dit ça vis-à-vis du 49.3. Il a dit que on allait continuer à mobiliser contre ce projet de réforme. Il n'a pas dit qu'il arrêterait. Et dans l'intersyndicale, on va se revoir assez rapidement pour discuter de stratégie. Et il n'y a pas de gravier entre nous. Quelle est la date de la prochaine réunion de l'intersyndicale? Vous le saurez rapidement. C'est dans les 48 heures qui viennent? C'est dans les 48 heures qui viennent. Finalement, vous le disiez, alors il y a une majorité de Français contre cette réforme. Oui. C'est assez net. Alors vous dites 94%. Il y a d'autres chiffres, tout dépend de la question qu'on pose. Mais enfin, en tout cas, c'est majoritaire. Les actifs, je disais. Les actifs, pardon. Si on prend la population... Oui, c'est un peu moins. On a effectivement un chiffre un peu différent qui est plutôt de l'ordre de 65%. Mais alors le paradoxe, c'est que quand on leur pose une autre question aux Français, qui est est-ce que vous pensez que ça va être adopté, ils disent oui. Très majoritairement. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois contre et en même temps persuadés que ça va passer. C'est pas là un signe d'échec pour les organisations syndicales? Alors, tout dépend comment on pose la question, mais ça a pris 14 points en 2 jours sur ceux qui disent cette réforme sera adoptée. On est passé à 78%. Non, c'est pas un échec des organisations syndicales. C'est pas de la résignation non plus. Ils se disent que quand ils voient que les artifices constitutionnels permettent de pouvoir bloquer le vote ou de faire passer cette loi, c'est de ça qu'ils se disent. Ça ne veut pas dire que la colère, ou qu'il y a plus de colère ou de la résignation. Ça n'est pas de la résignation? Non. Vous le voyez à quoi? Je vais partout sur toute la France. Et quand vous êtes pas qu'à Paris et à la campagne, je peux vous dire qu'il n'y a pas de résignation. Et dans les mobilisations, alors on parle, il n'y a pas de grève par procuration. Et on n'a pas les chiffres des entreprises du privé, puisque à chaque fois c'est entreprise par entreprise. Oui. Mais quand les salariés de l'agroalimentaire, des abattoirs, font grève, ils gagnent à peine plus que le SMIC, et puis avec des primes à la tâche, et qu'ils décident de se mettre en grève mardi, mercredi, jeudi, ça prouve qu'il n'y a pas de résignation. Et qu'ils se disent, demain, comment est-ce qu'on fait, nous, pour travailler 2 ans de plus? Ils arrivent généralement pas jusqu'à 62 ans en bonne santé. Donc, il n'y a pas de résignation, et toutes les remontées que nous avons de nos structures et de ceux que nous rencontrons, il n'y a pas de résignation. Par contre, ils disent, mais il y a un déni démocratique, on ne nous voit pas, on ne nous entend pas. S'il n'y a pas de résignation, qu'est-ce qu'elle va devenir, cette colère, une fois que le texte aura été adopté, probablement avec cette procédure du 49.3? Je ne sais pas comment elle va tourner, cette colère. Alors, pour l'instant, les organisations syndicales, on organise les manifestations et les mobilisations. Demain, je ne sais pas comment elle va enfler cette colère, ou si la prochaine fois aux élections, ce sera par plus de votes pour l'extrême gauche ou l'extrême droite, je n'en sais rien. Mais ça va rester. Et d'habitude, la mémoire démocratique était à 3 mois, mais pas sur un projet de société. Là, aujourd'hui, on jette par terre notre système de protection sociale collective en disant on recule l'âge de départ, on vous a demandé votre avis, vous étiez tous contre, mais on y va quand même. Ça ne s'appelle pas gouverner, ça s'appelle diriger. Et le dirigisme dans la République, ça n'a jamais fonctionné. Oui, vous dites on met par terre notre système de protection sociale. On pourrait se dire, peut-être la méthode utilisée n'est pas la bonne, les modalités retenues ne sont pas les bonnes, mais sur le principe même de travailler davantage alors qu'on vit plus longtemps, alors que la quasi-totalité des pays du monde, pas seulement en Europe, s'orientent dans cette direction, qu'est-ce qui fait que nous, Français, on aurait le droit à une retraite précoce par rapport aux autres? On a des abattoirs comme les autres, on a des conducteurs de train comme les autres, on a à peu près la même répartition des emplois que la plupart des grands pays
dit développé? Alors, l'espérance de vie continue d'augmenter, un peu moins que les prévisions. Mais l'espérance de vie en bonne santé, elle stagne depuis 2014. Et puis, on prend juste l'âge de départ à la retraite. Regardez le taux de cotisation de nos voisins. Il est de 41 ans au maximum. Alors que nous sommes déjà à 42 et nous allons passer à 43 ans. C'est vrai, on a un effet ciseau. L'âge réel chez nos voisins, il est plutôt plus tardif que chez nous. Hein. L'âge réel de départ. Oui, mais ils peuvent avoir une retraite à taux plein à 41 ans de cotisation. Dans certains cas, oui. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Donc, on aurait le double effet ciseau. Et puis, aujourd'hui, 50% de ceux qui liquident leur retraite ne sont plus en emploi. C'était le vrai sujet que le Sénat aurait dû prendre sur l'emploi des seniors entre 55 et 64 ans. Et on avait pris une étude de l'université Aix-Marseille, Jean-Hervé Lorenzi, qui n'est pas un économiste atterré, qui disait que si on augmentait de 10 points le taux d'emploi des 55-64 ans, c'est 50 milliards dans les caisses de retraite en 2032. Non, c'est vrai que ça améliorerait les comptes. Cela dit, on peut répondre à ça aussi. Quand vous regardez ce qui s'est passé sur les 20 dernières années, le taux d'emploi des seniors, les 55-64 ans, c'est pas très fin comme mesure. Enfin, c'est non. Globalement... C'est la norme OCDE, c'est la norme OCDE. Et on voit qu'on est passé, en gros, de 35 à 55% en emploi. Ça s'est fait, je dirais, par contrainte, parce que, justement, on a décidé de retarder l'âge légal. Pourquoi est-ce qu'il en serait différemment cette fois-ci? Et autrement dit, est-ce qu'on ne peut pas espérer que la meilleure solution à l'emploi des seniors, c'est précisément de retarder la borne de façon à ce que les entreprises laissent leurs seniors en place beaucoup plus longtemps? Alors, les entreprises, si on retarde la borne, peut-être qu'elles le feront, mais dans quel... C'est ce qu'elles ont fait jusqu'ici, Elles l'ont fait parce qu'elles n'avaient pas le choix. Voilà. Mais quelle est la qualité de l'emploi pour ces seniors, cette fin de carrière? Ceux qui sont aujourd'hui au chômage, à l'assurance chômage, en invalidité, et les 18% de seniors qui liquident leur retraite chaque année, qui sont aux minima sociaux, et pour certains au RSA, que deviennent-ils demain matin si on recule tout ça de 2 ans de plus? Pour eux, les entreprises, ils ont déjà lâché. Et il y a tous ceux qui, là, dès maintenant, cette année, à qui il reste 6 mois et on va leur dire, vous allez prendre 24 mois de plus? Comment ça se passe là? Ceux à qui restent 6 mois, on ne leur demande pas de travailler 2 ans de plus. Mais on leur demande un trimestre ou 2 en plus, ça c'est sûr. Oui, non, mais si la réforme passe et que vous n'êtes pas carrière longue ni quoi que ce soit, que vous deviez avoir votre retraite. Oui. Eh bien, au 1er septembre, si votre retraite était prévue janvier... Elle est retardée. Elle sera retardée. Oui. Et qu'est-ce qui fait que le taux d'emploi a augmenté les 20 dernières années? C'est la fin des retraites progressives, oui, où les entreprises ne mettaient pas à la charge de la collectivité les travailleurs de plus de 55 ans qu'ils mettaient sur le départ. Et c'était les entreprises qui le finançaient. Aujourd'hui, ils mettent tout le monde à la charge de la collectivité. Et les gains prévus ou autres, s'il y a plus d'assurance chômage, ce n'est pas un gain sur le budget total, maladie, invalidité et minima sociaux. Et ça ne s'appelle pas des gains. Et quand vous finissez votre carrière, aux minima sociaux ou au RSA, ça ne génère pas de la cohésion sociale, parce que quand vous voyez votre père ou votre mère qui a bossé toute sa vie et qui termine au RSA, il n'y a plus de cohésion sociale. Et après, on s'étonne. Dernière question, Frédéric Souillot. Philippe Martinez, le patron de la CGT, a critiqué à plusieurs reprises la stratégie de la gauche, de l'extrême gauche parlementaire, LFI, la France Insoumise, et plus précisément celle de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous partagez ces critiques? Est-ce que vous pensez que le travail de LFI, d'opposants, a été utile à la contestation ou pas? Alors moi, je ne fais pas de politique. La seule politique que je fais, c'est de la politique syndicale. Les premiers responsables de ce qui a pu se passer à l'Assemblée nationale, c'est Renaissance. Le bazar, etc. C'est Renaissance. Bon, écoutez, après ça, chacun s'est servi des moyens qu'ils avaient à l'Assemblée nationale, parce que là, on parle de violence. Alors, j'écoutais une émission début d'après-midi, des bagarres à l'Assemblée nationale, quand on a parlé du mariage pour tous et tout cela, et des insultes et des véhémences. Il y en a eu plein, et il n'y avait pas de France Insoumise à l'époque. Donc,
je rentre pas dans ce débat-là. Donc vous défendez plutôt la France Insoumise. Je ne fais pas de politique, je fais que de la politique syndicale. Merci Frédéric Souillot, merci d'être venu François nous Langlais. voir et nous avoir expliqué tout ça.